Mon souhait pour le monde, ce serait que chacun prenne conscience de leurs capacités et qu'ils osent réellement y aller et oser vivre sa vie. Parce que je pense que c'est comme ça que le monde pourra changer. C'est que chacun trouve sa réelle place. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Salut Sylvie. Salut Valérie. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est chouette. Ouais, Je pense qu'on va passer un super moment. Génial. Toutes les deux. Bon, avant qu'on commence à parler du cœur, parce que tu es là pour parler du cœur, c'est, je pense, ton sujet de prédilection avec les expériences que tu as vécues. Parle-nous de toi, ton parcours. C'est difficile de parler de soi, au fait, mais je pense que je peux me définir comme étant une femme qui a réussi tous ses rêves. Ouais. J'en ai eu beaucoup. Et un de mes premiers rêves était, mais vraiment, je sais pas pourquoi, mais à l'âge de 10 ans, de devenir agent de voyage. Mes parents voyageaient pas à l'époque, donc je sais pas d'où ça sortait. Ouais. Et je suis devenue agent de voyage, et cette compagnie m'a donné la possibilité, mais ça de nouveau c'est un truc de fou, de devenir responsable de formation et carrément d'organiser tout le centre de formation en Suisse romande. C'est ce que j'ai fait. Et un autre de mes rêves était de devenir indépendante. Et j'ai loué la salle à une femme qui venait travailler pour une autre agence de voyage, donner un cours, et elle me dit au bout de 3 fois qu'elle vient, au fait Sylvie, est-ce que tu veux partir en indépendante avec moi? Et comme chaque fois que quelque chose arrive dans ma vie, j'ai accepté. Donc je suis partie en indépendante avec elle. Et voilà, donc on a travaillé 2 ans ensemble, et après je me suis retrouvée toute seule. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je continue ou pas, et j'ai continué dans la formation et le coaching. Et j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est pour ça que je suis partie avec l'outil de prédilection que j'avais à un certain moment, mais que j'ai toujours, c'est le cheval. Avec une base de PNL, avec une base de sophrologie et une base de cours de coach. Ouais. Où j'ai mon papier de coach. Et il y a quelques années, j'ai un autre outil qui est devenu important pour moi, c'est la cohérence cardiaque. D'où l'histoire du cœur, au fait. Ouais, on va y venir. Donc en fait, toute la réalisation de tes rêves, c'est juste une succession d'opportunités, en fait. C'est une succession d'opportunités. Un autre de mes rêves, c'était de faire le tour du monde. Ouais. Et mon premier copain, avec qui je suis sortie un certain temps, mais au bout de 3 mois, me dit, Sylvie, est-ce que tu pars faire le tour du monde avec moi? Donc, bien évidemment, j'ai dit oui. Ouais. Donc, on est parti. Et c'est ainsi de suite, au fait. Tout le temps, il y a eu quelque chose qui est venu dans ma vie. Des gens sont apparus. Mais au fait, c'est oser y aller, c'est oser faire, c'est oser dire oui à la vie et aux opportunités, au fait. Mais t'avais peur de rien, parce que là, je crois que t'es partie faire le tour du monde, t'étais toute jeune, enfin, t'avais 20 ans à peine, quoi. Non, j'avais plus. Le premier tour que j'ai fait, c'est un tour d'Europe. Ouais. Où là, j'avais 18 ans. Okay. Mais le tour du monde, j'avais 27 ans, parce qu'on a dû mettre de l'argent de côté, quand même. Ouais. Par contre, oui, j'ai eu des peurs. J'ai passé des nuits à avoir des peurs de tous les animaux que j'allais pouvoir rencontrer. Enfin, vraiment, j'ai eu des peurs. Avant de partir Avant de partir. Ouais. Mais l'envie était plus forte. Ouais. Et du coup, je les ai vécues, mes peurs, mais je les ai laissées passer.
Et au fait, toutes mes peurs ne sont jamais réalisées. Donc, c'est ça qui est assez incroyable. Et j'ai vécu 13 mois de folie, quoi. C'était vraiment génial. C'est une chance, en fait, d'avoir pu vivre ça, quoi. Ouais. Et d'avoir pu réaliser une grande partie de tes rêves et puis d'avoir osé saisir ces opportunités. Et aujourd'hui, toi ton rôle, c'est quoi? Tu fais aujourd'hui, mon rôle, ce serait, si j'ai envie d'accompagner des gens, c'est de les accompagner sur oser vivre sa vie. Ouais. C'est oser dépasser ses peurs. Alors, dépasser, c'est même pas dépasser, c'est oser vivre avec ses peurs. Oser danser avec ses peurs. Parce que les peurs vont toujours être là. Et les peurs sont toujours un moteur de changement. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est le moteur qu'elle a derrière. Et qu'est-ce qu'on doit mettre comme action? Parce que la peur va vous montrer la prochaine action à prendre, en fait. Mais c'est oser à partir en action après, derrière. Ouais, tu vois, ça me fait penser, j'avais une thérapeute il y a hyper longtemps, je crois que c'est même avant d'avoir Lucas, enfin voilà, une des premières que j'ai eues, quoi, qui m'a dit la peur est ton ami, donc tu dois aller vers, quoi. C'est chaud quand même. Tu dois aller avec. Tu dois aller avec, ouais. Aller dedans ou aller avec. Avec. C'est une accompagnatrice. Ouais. Elle est là pour te protéger aussi. Elle est là pour te protéger, mais elle est aussi là pour te montrer le chemin à prendre. Et donc toi aujourd'hui, par exemple, on discutait tout à l'heure en off de personnes que tu accompagnes et qui viennent vers toi. Toi, tu aurais juste envie de leur dire, de leur donner les outils en fait pour pouvoir aller vers ces peurs. C'est de leur donner les outils pour comprendre ce qui se passe en eux. Ouais. Et puis des outils pour les aider à se dépasser, à oser aller beaucoup plus loin. Ouais. Et à aussi se réguler. Parce que quand on part dans les peurs, et ça on en parlera plus tard, mais on peut aller très très loin, mais aussi très loin dans la négativité, dans des choses qui sont pas très belles à vivre au fait. Ouais. Et c'est oser sentir ça et avoir le bon outil pour pouvoir se dépasser et aller de l'avant. Et tu dirais toi, parce que alors allons un peu vers les peurs, parce que ce qui t'a ouvert et ce qui t'a ramené vers ton cœur, c'est une sacrée expérience quand même. Et tu me diras si je me trompe, mais je pense que dedans, il y avait de la peur aussi à un moment donné, ou tout le long, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, j'ai vécu à un moment donné un changement au niveau professionnel, enfin quelque chose qui ne fonctionnait plus au niveau professionnel. Et des peurs effroyables sont arrivées. Au fait, des peurs de pas pouvoir survivre, de pas pouvoir manger demain, de pas pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai eu plusieurs, comment je dirais ça, warning, plusieurs signaux. Ouais. Le premier signal a été, je me suis cassé quand même 2 dents, tellement je serrais la mâchoire. Donc quand on serre la mâchoire, c'est qu'on a vraiment peur d'avancer. Au fait, j'ai mal aux hanches, mal aux genoux. Donc ça, c'est typiquement des endroits où on a peur d'avancer. Mais là-dessus, ok, je vais voir le dentiste, il me répare les dents, donc on va pas plus loin. Tout d'un coup, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Jusqu'au jour où j'ai carrément plus pu me lever, plus pouvoir m'asseoir, tellement j'étais bloquée dans tout le corps. Là, de nouveau, j'ai été voir un rebouteux qui m'a mis en place. Puis, ça s'est détérioré très, 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 très gentiment. Parce que j'ai pas vu les signaux, j'ai pas voulu les comprendre. Enfin, je les ai vus, mais je les ai pas traduits. Donc, j'ai pas voulu les comprendre. J'ai continué dans mon périple. Jusqu'au jour où, j'ai eu des jambes qui ont doublé de volume. J'ai eu des points rouges sur les jambes. J'avais plus de souffle. J'avais des hallucinations. Je voulais descendre un escalier. Mon cerveau ne répondait plus. Je ne savais plus quelle jambe je devais passer devant l'autre. Donc, je ne descendais pas l'escalier. Tout le monde me disait que j'étais en train de mourir, mais non. Il y a une histoire très sympa dans le management qui dit, vous mettez une grenouille dans l'eau froide, dans une casserole et vous mettez le feu dessous. La température va augmenter gentiment, et la grenouille va pas sauter, quoi. Ouais, parce qu'elle se rend pas compte qu'elle est cuite. Elle se rend pas compte. Donc, j'étais arrivée à ce point-là.
Jusqu'au jour où je m'étais quand même dit le lundi, si vendredi ça va pas mieux, je vais quand même aller voir un médecin. Mais j'avais pas de médecin. Donc je me suis dit, et je me suis vue un vendredi après-midi à 16h à la table de ma cuisine sur une chaise, avec une voix qui me disait va à l'hôpital, une autre voix qui me disait non. Et j'avais le corps qui venait en avant, le corps qui venait en arrière. Et au fait, la pulsion de vie est tellement plus forte que je me suis levée, j'ai mis mes chaussures et j'ai pris ma voiture et je suis partie à l'hôpital. Et c'était un vendredi soir, donc ils m'ont tenu en vie jusqu'au lundi que j'allais voir le cardiologue à 17h. Et le cardiologue, au bout de 30 secondes, ils ont vu l'image et ils ont dit c'est bon. Donc il s'est levé, il a été appelé le CHUV, il m'a dégoté le meilleur chirurgien du CHUV et il savait pas si je partais en ambulance ou en hélicoptère. Ouais. Et à 19h, j'étais dans l'ambulance et je partais. Et à 6h du matin, j'étais sur la table d'opération. Au fait, c'est une bactérie qui m'a attaqué le cœur. Alors, donc tu as une bactérie qui t'a attaqué le cœur. Je veux juste revenir sur le fait, donc tu t'arrives aux urgences. Là, en fait, ils voient quoi? Ils voient que t'es au bout de ta vie. Alors, aux urgences, ce qu'ils voient, c'est que j'ai plus aucun organe qui fonctionnait. J'avais un foie qui avait doublé ou triplé de volume. Donc, ils m'ont carrément demandé quelles étaient ma vie sexuelle, au fait, quelle était ma vie sexuelle, parce qu'ils étaient sûrs que j'avais le sida, au fait. Après, j'avais les reins qui fonctionnaient plus. Donc, à un moment donné, ils m'ont dit, j'entendais les infirmières, les reins, ils sont attaqués. Et moi, je me suis dit, oh non, pas de dialyse, quoi. Et en fait, il y avait tout ne fonctionnait plus parce que le cœur, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur alimente tous les organes, nettoie tous les organes et redonne du sang propre à tous les organes. Donc, dès que le cœur est touché, il y a tout le corps qui est touché, au fait. Et ça a été pour moi quelque chose d'assez incroyable. Mais au moment où on m'a dit, Sylvie, vous allez à l'hôpital vous faire opérer du cœur, j'ai même pas balisé. En fait, j'étais d'une tranquillité incroyable. Ça m'a surprise. Alors, tant j'avais eu peur pour mes reins, parce que je voulais pas aller au dialyse, c'était surtout ça. Tant là, je savais pas ce qui allait se passer. Et j'étais dans une hyper confiance totale. Et je suis partie me faire opérer, au fait. Et donc, cette bactérie, opération du cœur, c'est quoi le lien entre la bactérie et le cœur? Empêcher de fonctionner? Disons que le lien, c'est que la bactérie a passé par la bouche, attaqué le cœur et commencé à ronger le cœur, au fait, à ronger les valves. Donc, elle m'a rongé 2 valves. Et j'ai pu voir, parce c'est comme dans les garagistes quand ils te font tu sais, les photos des pièces qui t'ont changé. Effectivement, ils m'ont fait la photo de ma valve. Ouais. Parce que j'avais un chirurgien d'une 60aine d'années, donc c'est pas un tout nouveau, quoi, dans le métier. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Donc, je suis sûre que ma valve, rongée, fait le tour, dans la formation des futurs médecins, quoi. Dans les écoles des futurs médecins, en fait. Donc, simplement, elle a commencé à ronger 2 valves, elle s'est attaquée au cervelet aussi. Donc, ça montait au cerveau, en fait, après. T'as eu un bon ressenti, en fait, enfin, ton instinct de survie, l'instinct de survie, au fait, c'est là qu'on se rend compte que l'instinct de vie, enfin, c'est là que j'ai pu me rendre compte de l'importance et de la force de ton instinct de vie, au fait. Au fait, tu réfléchis plus, c'est ton instinct de vie qui prend les commandes. Ouais. C'est que tu dois continuer à vivre et tu vas vivre et tu vas y aller, quoi. Ouais. Et autant pour le cardiologue qui m'a fait partir au CHUV et autant pour mon chirurgien qui m'a opéré, pour eux, ils étaient persuadés qu'ils me revoyaient plus. Que je ne passais pas de l'autre côté, au fait. Et après cette opération, aux soins intensifs, on pense même pas parce que voilà, on est dans voilà. Mais après coup, je me suis rappelé de la phrase que ma mère m'avait dit avant sa mort, avant mes 31 ans. Elle m'avait dit, Sylvie, j'aurais dû changer et je ne l'ai pas fait. Et c'est là que je me suis dit, au fait, ma vie va pas changer. Après, je sors de l'hôpital, mais je vais retrouver les mêmes problèmes, les mêmes soucis, ma vie, au fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent
pour pas revivre quelque chose comme ça et dépasser ça, au fait. Pour ça, tu as réussi à penser à ça à quel moment? Parce que en fait, enfin, tu vois, enfin, tu as eu une opération du cœur, enfin, tu étais en rééduc, c'est long, quoi. Donc, à quel moment dans ce process, enfin, 3 jours après t'être réveillé dans ta chambre, tu te dis, ah, il faut que je change un truc parce que c'est pas parce qu'il y a une pause là et que tout s'arrête, ou? Je pense 2 semaines après. Okay. Ça a été très vite. Ouais. J'étais plus aux soins intensifs. Après, on a le soin, je me rappelle plus ce que c'est, mais on est encore dans un autre endroit. Et après, on vous met dans la chambre d'hôpital, mais ça veut dire que vous pouvez vous débrouiller toute seule, vous lever toute seule et tout. Donc, c'est à partir de ce moment-là, dans cette chambre-là, où je me suis dit, ma grande, il va falloir faire autrement, en fait. Ouais. Et ça fait combien de temps, là, maintenant? Ça fait 5 ans. 2017, ouais, 5 ans. J'avais un doute sur la chronologie. Donc, 2017, donc aujourd'hui, enfin, déjà, alors, après, on parlera de qu'est-ce que tu as mis en place, voilà, mais qu'est-ce que tu as appris sur le cœur, sur ton corps, parce que le cœur est dans le corps, donc, qu'est-ce que t'as appris, ça, à part que tu devais changer et mettre des choses en place pour faire différemment, ça, on revient dessus tout à l'heure, si t'es d'accord, mais qu'est-ce que tu as appris sur ton corps, ton cœur? Le corps, pour moi, a toujours été important. J'ai toujours eu un dialogue avec mon corps. Pas justement cette phrase que ma mère m'avait dite. Juste après, j'ai commencé à faire de la kinésiologie, j'ai commencé à faire de la sophrologie, donc j'ai vraiment travaillé là-dessus. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que je pense qu'on doit, même si avec tout ça, on doit passer par certaines expériences, au fait. Et cette expérience-là m'a montré que c'est pas forcément des histoires que moi j'ai vécues. J'ai eu de la chance de pouvoir voir juste après, quelques temps plus tard, un reportage sur une femme qui opérait des enfants en Bolivie. Et à un moment donné, les Boliviens croient beaucoup dans des c'est pas des sorcières, mais c'est des gens qui travaillent avec des esprits, qui sont des chamans, exactement. Et la grand-mère devait payer l'opération parce que les enfants n'avaient pas assez d'argent pour payer à leur fille cette opération-là. Et la grand-mère ne voulait pas que ce soit une femme allemande qui opère son enfant, mais il fallait voir la chamane. Et la chamane, cet enfant a été voir la chamane et la chamane a pris le pouls, la fièvre, elle a senti les choses, elle a dit, cet enfant est très, très, très malade du cœur. Je peux rien faire, il faut qu'elle soit opérée. Mais il faut savoir, elle a posé la question à sa maman, comment vous avez vécu votre grossesse? Et la maman, elle a pleuré parce qu'effectivement, c'était très compliqué pour elle, cette grossesse-là. Et au fait, l'enfant a ressenti tout ça dans son cœur. Alors, tous les enfants ne naissent pas avec ça. Tous les enfants n'ont pas la même chose. Tout le monde n'a pas le même parcours de vie. Mais moi, ça m'a parlé, au fait. Je me suis dit, waouh, j'ai dû prendre, parce que je sais la vie de ma mère, et j'ai dû prendre, je la ressentais à ma mère, au fait. Et j'ai pris ses angoisses. Et j'ai pris sa tristesse. Et je me suis dit, il y avait de l'ordre qu'il fallait que ça sorte, tout ça. Parce qu'après coup, au fait, mon cœur a pleuré. Mon cœur a pleuré, je te parle là, en ce moment, Valérie, mais tout d'un coup, j'avais un sanglot qui sortait, mais je ne pouvais pas le retenir. Donc, je me suis dit, à l'hôpital, mon Dieu, si je dois donner un cours et j'ai ça qui m'arrive au beau milieu d'un exposé ou de parler avec les personnes, ça va être compliqué, quoi. Et mon cœur a pleuré pendant 3 à 4 mois. Pas une fois par jour, plusieurs fois par jour. Et je me suis dit, tiens, ça m'a parlé. Donc, au fait, je pense notre corps est imprégné d'un tas de choses. Même si j'avais fait plein de travail sur le corps, il y avait encore quelque chose qui devait sortir différemment. Et je pense que j'ai vécu ça. Et ça a été très rapide aussi de sentir où tous mes organes ont été touchés, mais comment mes organes ont vite repris le dessus et sont vite guéris, au fait. Et que toute la machine s'est remise en place assez rapidement.
T'as récupéré toute ta capacité cardiaque, en fait, ou t'en es... Non, alors ma capacité cardiaque, je pense qu'elle était plus qu'à 30% quand je suis arrivée à l'hôpital. Ouais. J'ai récupéré à 70%. Ouais. Mais j'ai récupéré à 70% par des exercices, mais aussi par le sport. Ouais. Parce que le cœur est un muscle, il faut juste le remuscler, quoi. Mais je l'ai tellement détruit que, voilà, il y a quand même 30% qui sont détruits. Au max, tu peux pas récupérer les 30% qui Je pense pas. Okay. Je pense pas. Et tes autres organes, ils fonctionnent super bien. Ouais. Ouais, c'est une super machine, hein, le corps, quand même. Hein. Le corps est une super machine et le cœur est un super cerveau. Voilà. Carrément. Alors, vas-y, parle-nous. Alors, maintenant, on va parler de ton cœur, du coup. Qu'est-ce que, toi, en fait, ça t'a amené le cœur? Tu dis que c'est un cerveau. Je pense, toi, t'es comment? Tu crois t'es sûr qu'il y a au moins 3 cerveaux dans notre corps, de notre esprit ou notre mental, le cerveau-cœur et puis le ventre, je pense. Ouais, je vois que tu hoches la tête, donc aussi. Qu'est-ce qui dirige ton cœur? Je pense qu'ils sont en train de découvrir que chaque organe a à peu près un cerveau en ce moment. Et chacun qui découvre un cerveau dans le corps va vous dire que c'est le plus important et le plus intéressant. Le cerveau du cœur par rapport au cerveau esprit a une chance inouïe, c'est qu'il n'a pas de mémoire par rapport à ton esprit, par rapport à ton cerveau. Le cerveau, lorsque tu vis une expérience, t'es d'accord, il va chercher une autre expérience qu'il connaît déjà, il va la plaquer dessus. Donc tu vas tourner un peu en rond dans ce que tu es en train de faire. Le cerveau du cœur, lui, comme il n'a pas de mémoire, il va te donner d'autres possibilités. Donc c'est intéressant de pouvoir travailler avec ce cerveau-là. Les deux sont intéressants, mais pas au même moment. Il faut savoir lâcher l'un et savoir lâcher l'autre, au fait. Et travailler en bonne intelligence, comme dans tout ce que tu as dans ton corps, il faut le travailler en bonne intelligence. Ouais, c'est comme à l'époque, on parlait tu vois, dans le cerveau rationnel, du cerveau logique et du cerveau créatif. Je sais jamais si c'est droite-gauche. Là, en fait, c'est de savoir collaborer avec ces autres cerveaux. En fait, c'est pas un qui est mieux que l'autre ou moins bien. C'est juste utiliser toutes les facultés qu'on a à bon escient. Exactement. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant. En plus, le cœur, on va travailler. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un balancier entre deux zones. Et ces deux zones, c'est le système orthosympathique et le système parasympathique. Avec, en médiane, ton système, j'étais sûre que j'allais l'oublier, celui-là, nerveux autonome. Ouais. D'accord? Et le système nerveux autonome, c'est ton 100% qui régule ton corps. Ton système nerveux autonome, si je te demande d'arrêter de respirer, tu vas pouvoir un certain temps, mais pouf, ça va repartir. Ouais. Est-ce que tu vas savoir arrêter tes pensées? C'est très difficile. C'est comme la respiration, les pensées, comme la digestion. C'est pas possible. Tu gères rien dans ta digestion, donc elle se fait automatiquement. Et c'est ce système-là qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir le réguler quand même. Et grâce à la respiration, on va travailler là-dessus et la respiration va réguler tout le reste. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va réguler le système orthosympathique, qui est le SOS. C'est là le système où on va s'épuiser. C'est le système qui va aller vers l'extérieur. Et le système parasympathique est le SPA. C'est là où on va régénérer. C'est joli comme comparaison. Donc, si vous prenez un pendule, une horloge avec le pendule, le balancier, ouais. Si vous prenez le balancier d'une horloge, si votre horloge, le balancier va que du côté système orthosympathique, vous allez vous épuiser. Et si vous allez de l'autre côté, vous allez aussi vous épuiser, mais dans la déprime, dans quelque chose qui est pas sympa non plus. Donc le but, c'est que votre balancier fasse d'un côté à l'autre, et plus il est large, plus vous allez avoir des facultés d'adaptation qui seront là. Et c'est ça que j'ai créé après coup. Et comme par hasard, après mon opération, qu'est-ce que j'avais dans ma bibliothèque? Au moins 2 bouquins sur la cohérence cardiaque que j'avais jamais lus. Donc, ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la cohérence cardiaque tous les jours. Ouais.
Ce qui m'amène à avoir un balancier qui est beaucoup plus grand et ce qui m'amène à ne plus partir en dépression trop rapidement ou passer des nuits trop longues sans pouvoir dormir parce que ça se régule au bout d'un moment. Ouais. Je dis pas que ça n'arrive pas et c'est très bien que ça arrive, mais c'est régulé et je prends une action derrière. Ouais, parce que en fait, t'as vraiment pu prendre conscience en fait des bienfaits et de parce que j'imagine que t'es comme tout le monde quoi. Enfin, tu fais du mieux que tu peux, donc t'essaies de le faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et je pense qu'il y a quand même des fois où t'arrives pas, et donc les fois où t'arrives pas, où tu le fais pas, où tu lâches parce que tu dis en fait ça va super bien, puis après t'oublies, et voilà. Et du coup, tu sens en fait qu'en repartant dans l'autre extrême, de ce qui se passe dans ton corps et tu vois la différence. Et là, tu te dis, je reviens à ma cohérence cardiaque, c'est ça? Tu vois très vite la différence. Ouais. Alors, tu peux arrêter, par exemple, il y a des week-ends, je le fais pas, ça va. C'est 2 jours, c'est OK. Maintenant, si j'arrête, ça m'est arrivé d'arrêter une semaine, ouais. Je le sens très rapidement. Ouais. Donc, c'est là où on se rend compte que c'est important parce qu'on le sent. Mais c'est vrai que c'est du boulot. Oui. Mais c'est un boulot c'est facile. Pour certaines personnes, c'est 3 fois 5 minutes par jour. C'est facile. Ouais, pour d'autres, tu peux le faire n'importe où, tu vois. Enfin... Exactement. Il y a plusieurs techniques, au fait. Il y en a 2. Une fois, c'est 3 fois par jour. C'est le 365 de David O'Hare, qui est canadien. Et l'autre, c'est un Français qui a réussi à découvrir le son du cœur. Il a mis beaucoup de temps. C'est un ingénieur qui a fait ça. Il a travaillé avec des médecins dans des hôpitaux du Mexique, aux États-Unis, en France. C'est en français. Et lui, il a trouvé le son. Donc, il y a 2 façons de faire. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant parce que de nouveau, moi, quand je fais dans des ateliers, je vois très bien certains vont préférer les 365 et d'autres la musique, quoi. Ouais. Donc, il y a plusieurs biais dans lequel on peut rentrer dans la cohérence cardiaque. Est-ce que, tu sais, tu vois sur, je pense que tu vois sur YouTube, ou des fois, je pense peut-être sur les montres, tu sais, les montres bien-être, ou je sais pas comment t'appelles ça, des montres connectées, en fait, qui surveillent tes pulsations, tout ça. Moi, j'ai des alertes dessus, puis après, ils disent, respirez, puis en fait, j'ai le petit truc qui monte, enfin, tu vois, la petite boule qui monte, puis qui descend. En fait, ça me donne une respiration carrée, quoi. Mais c'est ça. C'est le respire relax. Ouais. Donc là, on peut l'utiliser comme ça. Mais où je trouve très intéressant, et moi, j'ai le capteur que je mets à l'oreille des gens. Et on peut faire trois essais. L'essai normal, donc tu respires tranquille. Je te prends pendant 2 ou 3 minutes. Puis après, je te fais stresser dans une situation où tu es hyper stressé, donc je te remets dedans. Et après, on fait un autre diagramme avec justement la cohérence. Et on voit exactement comment le cœur réagit, au fait. Parce que le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un capteur de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Donc, il est toujours en perpétuelle mouvance. Donc, il est toujours en train de se dire, OK, là, je monte, là, je descends, là, tac, 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 là, ça va mieux. Donc, il vit, il est avec ce que tu es en train de vivre, au fait. C'est un super ami, au fait. Mm-hmm. Il est là avec toi tout le temps. Et donc, en prendre soin, tu vois, comme tu vois, au printemps ou en automne, on fait des détox, foie, reins, etc. Mais on fait rien pour le cœur. On prend jamais soin du cœur. Mais n'empêche que le jour où il s'arrête. Donc, c'est lui qui s'arrête. Tu vois, c'est super intéressant qu'on dise prendre soin du cœur, parce que pour moi, je trouve que là, maintenant, enfin, on a eu des épisodes, en fait, les derniers épisodes, c'était, tu vois, sur le management bienveillant ou spirituel, ou voilà, où il y a vraiment cette ouverture on demande, en fait, au manager, tu vois, de se montrer vulnérable ou bienveillant, ou d'avoir de la compassion, ou d'être généreux, enfin, voilà, mais... En fait, moi, j'ai l'impression, et je le vois, en fait, si on est vraiment dans une cage thoracique qui est complètement refermée, tu vois, qu'on a les épaules en avant, qu'on est replié sur soi parce qu'on a trop sur nos épaules, ou parce qu'on a peur, ou parce que, peu importe, ou on a trop souffert, donc on se ferme. Mais comment, en fait, on peut prendre soin du cœur? Enfin, le cœur, il a plus de place pour battre une fois qu'on est refermé. Comme ça, tu vois, je te fais vraiment le geste, la posture.
Et puis, alors, du coup, comment on peut, tu vois, partir dans voilà, ce management bienveillant qu'on prône maintenant, ou spirituel, ou peu importe, parce qu'après, moi, je pense aussi que le cœur, c'est la porte qui permet l'intuition, en fait, de s'exprimer. Donc, de rouvrir tout ça, et la cohérence cardiaque permet aussi, tu vois, avec l'équilibre sympathique-parasympathique, de ramener ça. Ben oui, parce que tu prends soin de toi. Première personne. Deuxièmement, la plupart des gens te disent que l'âme risque d'être dans le cœur aussi. Ouais, oui, Tu ça, vois? je pense que oui. C'est la gestion de tes émotions. Donc, si tu sais te gérer toi, tu vas t'ouvrir. Alors, tu vas t'ouvrir, mais ce qui est aussi intéressant, et ça a été mesuré, c'est que ton cœur diffuse à 2,50 m. Oui. Mais autant le positif que le négatif, on est bien d'accord. Donc, à toi de savoir qu'est-ce que tu veux diffuser. Ouais. D'accord? Ouais. Et tu vas aussi, ce qui va te revenir en retour va venir soit dans le négatif, soit dans le positif. Donc, ton cœur est un diffuseur aussi. J'adore, tu pétilles quand tu parles de ça. Je comprends bien. Mais t'as encore mieux, tu as certaines personnes qui te disent que tu peux t'auto-guérir avec le cœur. Bon, après, il y a... Bon, je sais pas toi ce que tu as bouquiné. Moi, j'ai beaucoup bouquiné, tu sais, sur la biologie cellulaire et les pensées et tout ça. Joe Dispenza ou Bruce Lipton, enfin, il y en a plein, je pense, qui parlent de tout ça. Est-ce que toi, parce que tu as fait beaucoup de rééducation. Alors, tu as la cohérence cardiaque, tu as fait de la rééducation aussi par le sport. T'as pensé, parce que je te connais, quoi, t'es quand même quelqu'un en tout cas de volontaire et de déterminé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait, vraiment dans ton rationnel? T'as mis quoi comment tu t'es soutenu, en fait, avec tes pensées? Ou avec l'intention, peut-être aussi. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur l'intention. Parce qu'effectivement, quand on fait une cohérence cardiaque, on met une intention. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus fort si on met une intention. Donc ça, c'est déjà important. Maintenant, ce qui est aussi important, et tu parlais du sport, en parallèle, j'ai fait beaucoup de sport. Ouais. Parce que quand on vit quelque chose de traumatisant, alors j'ai suivi après une formation à Paris, par exemple, les gros traumatisés comme le Bataclan, ceux qui sortent de l'histoire du Bataclan, si on les prend tout de suite, on va pouvoir les gérer aussi dans leur peur et dans ce qui se passe. Ouais. Mais par deux choses, par la respiration, donc on revient à la cohérence cardiaque, et par le sport, par la transpiration. Ouais. Parce que, je veux dire, tout ce qui est négatif va rester dans le corps. Un jour, je connais, et tu la connais aussi, c'est Aruna, on l'avait rencontrée. C'est une grande, elle a fait beaucoup de méditation, elle a travaillé beaucoup sur la Kabbale, sur des choses comme ça. C'est une personne qui est très érudite par rapport à ça. Et un jour, j'étais en voiture avec elle, je lui ai dit, maintenant, tu m'expliques, j'ai tout compris, mais je n'arrive pas à avancer. Mm-hmm. Elle m'a pas répondu. Donc, je sais pas si elle avait la réponse ou si elle voulait que je cherche plus loin par moi-même, mais je l'ai enfin comprise des années après, en suivant cette formation sur le traumatisme, que tout reste dans le corps. Même si tu l'as compris au niveau du cerveau, ça reste dans le corps. Ouais. Même si tu travailles au niveau du cœur. Donc, il faut transpirer pour sortir ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai dans ma formation de yoga, en fait, à un moment donné, enfin, tu vois, on parlait du voyage du héros. Enfin, voilà, c'est présenté avec Patanjali, un des pères du yoga Kundalini, mais vraiment, c'est ça, en fait, la réflexion. Le yoga, c'est ce voyage du héros, c'est le chemin de la vie, enfin, voilà, ce cycle. Et à un moment donné, je sais plus pourquoi on en vient à parler tu vois, de l'adrénaline, de toutes les hormones de stress et tout ça. Et puis je dis non, mais moi, quand je suis stressée, je médite. Et mon prof il me dit non, Valérie, c'est pas ce que tu dois faire quand t'es stressée. Et puis tu sais, moi, je voulais plus faire de sport cardio parce que j'ai l'impression que ça augmentait mon stress et c'était ça qui me conduisait à la limite du burn-out à chaque fois. Et en fait, il me disait non, en fait, tu dois aller évacuer l'adrénaline, cortisol, toutes ces hormones parce que sinon elles se stockent en fait dans ton corps et elles génèrent des toxines, quoi. Et elle reste là, elle pose la mémoire. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux méditer pour ressourcer tout ça, mais tu peux pas ressourcer sur un terrain qui est pas bon, quoi. Et c'est génial en fait que tu parles vraiment de ton expérience avec ça, quoi.
Bah, c'est comme ça que j'ai récupéré mon cœur. Et là, j'ai arrêté avec le Covid de faire du sport. Ouais. J'en refais souvent quand je descends dans le sud. Et là, j'en ai fait pendant 7 semaines. Et je me suis rendu compte que j'avais repris du souffle. Je suis rentrée, j'ai repris le sport à outrance. 5 fois par semaine, mais je l'ai repris parce que je me rends compte que c'est ça qui fait que ça me fait avancer. Ouais. Et je reste pas, et je tourne pas en rond. En fait, c'est marrant parce que j'ai aussi vachement repris l'activité physique, enfin, tu vois, avec la rééducation du genou, tout ça. Mais en fait, ça, je crois que c'est aussi, alors il y a l'évacuation des toxines, on est d'accord, dans la transpiration et tout, mais il y a aussi le mouvement, en fait, qui te met, en fait, après il y a les endorphines et tout ça qui viennent, mais il y a vraiment ce mouvement, en fait, que si tu t'arrêtes, tu meurs, en fait, je pense. Enfin, ou toi qui avais vécu la mort de près, tu vois, je pense une différence entre toi maintenant comment t'es et à cette période-là où t'étais malade. Et où tu n'en avais pas forcément conscience en plus que tu étais malade, quoi. Et c'est vrai que avant ça, j'étais restée longtemps sans rien faire. Ouais. Où je ne bougeais plus. Et quand tu dis tu t'arrêtes, tu meurs, s'arrêter va que effectivement en tout cas t'as moins envie de vivre. Ouais. Inconsciemment. Ouais. De nouveau, je pense que tout ça c'est dans l'inconscient. Parce qu'on me disait Sylvie, t'es en train de mourir, je disais non, tout va bien. Pour moi, c'était clair que tout allait bien. Ouais. Je mentais pas à moi-même, mais les autres voyaient très bien que j'étais juste en train de décliner. Mais je déclinais gentiment parce que je m'étais arrêtée. Ouais. Et effectivement, quand tu fais du sport, et surtout du cardio, où tu marches très vite, où tu cours, tu remets toute la machine en marche, au fait. Et le corps se remet en marche, et ton cerveau suit derrière. Ouais. Et enfin, tout est relié. Dans ta pensée, dans tes faits, dans tout se remet, tout le cycle se remet, au fait. Et tu te rends compte que les choses se débloquent. En parallèle. Oui, parce que en fait, tu remets du mouvement, donc tu remets une bonne énergie lumineuse ou voilà ou de la joie, voilà, enfin toutes ces belles émotions avec une fréquence vibratoire élevée. Tu disais tout à l'heure, tu dégages en fait, ton cœur il rayonne à 2,50 m et peu importe ce qui rayonne, il rayonne quoi. Enfin, donc autant qu'il rayonne quelque chose de bien quoi. C'est mieux. Ouais. Il y a déjà assez de merde dans le monde. C'est mieux. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager sur le cœur? Moi, ce que j'aurais envie de partager par rapport à la cohérence cardiaque, et qu'est-ce que j'aime dans cet outil-là, c'est que c'est facile. C'est simple. C'est peut-être trop simple, au fait. C'est peut-être pour ça que ça marche pas, enfin que peu de gens y rentrent dedans. C'est plus simple que la sophrologie, parce que j'en ai fait de la sophrologie. On a très 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 vite des performances. On a très vite, on se sent très vite le mieux-être à l'intérieur de nous. Donc c'est jouissif à quelque part parce qu'on se dit tiens, on fait pas ça pour rien. Ouais. D'accord? Mais il faut le faire. Mais il faut le faire tous les jours. Pourquoi tu crois que tu dis ça marche moins bien? Pourquoi tu crois que ça marche moins bien? Parce qu'il y a une espèce de mode sur la méditation Alors, la cohérence cardiaque, où c'est peut-être facile, c'est que on peut avoir un curseur qui monte et qui descend, qui s'appelle le Respire Relax. Ouais. Vous pouvez le mettre sur votre iPhone. Et du coup, tu peux suivre, et en suivant la petite bulle, tu ne penses à rien, au fait. Ouais. Donc déjà, ça, c'est facile. Donc déjà, tu enlèves tes pensées. Mais en plus, tu respires jusqu'au plus parce que t'es complètement dans le moment présent. Totalement, et puis, dans ta respiration. Après, tu viens dans ta respiration dans le ventre, enfin, ce qui est 60% de notre capacité respiratoire, parce qu'on respire tout le temps là, dans la gorge. Là, je te cause, je respire pas complètement, sauf quand je me tais. Donc, je crois que tu m'en as parlé, mais je pense que c'est l'outil le plus simple qui puisse exister, et puis qui est à disposition de tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Mais du coup, si tu dis que les gens ils l'adoptent pas, ou c'est le terme cohérence cardiaque qui est pas sexy, ou parce qu'on parle du cœur, et puis les Moi, gens, je pense qu'il rebute les gens. Enfin, ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est qu'il faut le faire tous les jours. Ah ouais.
Oui, mais méditer, enfin, toi et moi, on a médité, ça fait des années Moi, je médite en faisant ma cohérence cardiaque. Tu vois, bah oui, bien sûr. Je fais les deux en même temps. Oui, mais tu peux marcher dehors puis méditer. Enfin, il n'y a pas besoin de s'asseoir en tailleur. Et maintenant, on a une cohérence nomade. Moi, j'ai un bracelet. Et on peut le faire en marchant dehors. Avec une intention. Et ça, c'est juste génial aussi. Donc, on n'a même plus besoin du respire relax, voilà. Parce que les perles vont faire le timing, au fait. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a forcément une qui correspond à quelqu'un, quoi. Donc, chacun trouve, c'est comme la méditation, chacun trouve ce qui lui convient. Mais la plupart des gens vont te dire, on n'a pas le temps. Ouais. Bon. Alors après, voilà, c'est la responsabilité de chacun de se prendre en main à un moment donné, quoi. Maintenant, 15 minutes par jour, 3 fois 5 minutes, ou alors, si vous faites avec la musique de Patrick Druot, moi je fais 20 minutes le matin. Je me lève 20 minutes plus tôt, je fais 20 minutes le matin. Je fais ma méditation sur ma musique, mes respirations. Et j'ai pas besoin d'être coupée de 3 fois par jour, par exemple. Et ça se passe très bien. Simplement, moi, j'ai une fille qui m'a appelée, c'est la fille d'une amie, l'autre jour, elle était dans le métro à Paris, elle me dit, Sylvie, je suis en train de péter un câble, je suis hyper anxieuse. Je dis, ok, va t'asseoir un moment, tu me rappelles. Et je lui ai donné la cohérence cardiaque, elle l'a fait. Elle voulait prendre certaines décisions, elle est revenue en arrière sur certaines décisions en très peu de temps, parce qu'elle a pu réguler tout ce qu'elle vivait négativement dans sa vie très rapidement. Donc c'est puissant, mais il faut le faire. Ça te permet, tu vois, autant t'as certaines personnes je dis pas qu'il faut pas aller en montagne ou voilà, mais tu peux pas toujours partir faire une retraite, ou t'asseoir 2 heures dans ton salon pour méditer, puis quand t'es en panique, tout seul, c'est pas facile. Tandis que là, t'as un outil, en fait, même si t'as le relax, je sais pas. Respire relax. Respire relax. Enfin, voilà. Et ça te permet de prendre une décision saine, en fait, et la plus juste, au plus juste de toi. Au plus juste de toi, exactement. Au plus près de qui tu es. Oui. Penser par le cerveau, c'est vraiment penser pour soi qui on est nous et qu'est-ce qu'on veut vivre, le cerveau, le cœur. Le cœur, ouais. Qui on est nous. Et ça, c'est important. Parce que tu prends des décisions à partir du rationnel. Il y a quand même l'ego, il y a les croyances, il y a la peur du jugement. Enfin, il y a un paquet de trucs, en fait, qui les attentes, les exigences, qui brouillent, en fait, la décision. Il y a beaucoup ça. Moi, j'ai noté 10 petits conseils par rapport avec le cœur. C'est déjà, penser avec le cœur, c'est pas penser utile. Donc, on lâche l'utile, on lâche le cartésien, on lâche tout ça. Donc, c'est vraiment, des fois, on se pose la question pourquoi on prend ce genre de décision, mais c'est la bonne pour toi. C'est ne pas avoir peur du changement. Ni de l'échec. C'est de se regarder en face. Ça, t'as fait des exercices comme ça, dans certains de tes cours. C'est vraiment de se regarder en face. Et c'est difficile de se regarder dans un miroir et vraiment de se regarder. C'est de revenir à l'essentiel. C'est s'autoriser de s'amuser. C'est s'autoriser à rêver. C'est s'autoriser à agir. C'est ce que je vous ai dit, partir en action. On part en action. La peur nous fait amener à l'action. C'est s'autoriser à ne jamais s'arrêter de s'écouter. C'est difficile dans le quotidien, c'est difficile dans le monde dans lequel on est. Et c'est s'autoriser à croire. Ouais. Est-ce que je peux dire s'autoriser à avoir la foi? Tu vois, la foi, ou croire que c'est possible, avoir la foi dans être, croire qu'on est soutenu, croire qu'on va réussir, croire en soi, avoir la foi, en fait, ça peut être tout ça. C'est d'avoir la foi dans la vie et croire en soi. Croire que c'est possible. Ça veut pas dire que ce soit pas difficile à certains moments. Ah non. Je crois qu'on connaît ça. mais c'est de s'autoriser à se dire, ok, j'y crois. Après, il y a des chemins de traverse qu'il faut peut-être prendre ou pas, mais d'y croire.
Le cœur, de toute façon, va t'amener là où tu dois aller. Oui, parce que le cœur sait. Le cœur, c'est. Ouais. Cette phrase, elle est incroyable. Je sais pas d'où je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois. Le cœur sait, quoi. C'est rassurant quand même. Hein, qu'il y ait quelqu'un qui... C'est rassurant, mais comme on n'est pas élevé dans ce sens-là. Non. En fait, je dirais que le cœur et le corps, c'est le véhicule qu'on a dans cette vie-là. Il véhicule notre âme, il véhicule ce qu'il y a avec notre âme. Ouais, mais il faut pouvoir l'écouter, tu vois. Enfin, et puis même quand tu te rends compte qu'il y a un truc, enfin, tu vois, moi, cette année, entre le Covid, me péter le genou plus la vésicule, tu te dis, ok, mais ouais, j'ai bien compris, il y a un truc qui a pas joué ou qui doit être réglé, voilà, mais c'est quoi le message, quoi, tu vois? Parce que tu peux regarder la symbolique des messages du corps et tout ça, des organes avec les émotions, tout ça, mais c'est pas toujours clair, quoi, tu vois? Et puis des fois, ça te parle pas. C'est difficile, en fait, de te dire. Et après, il faut avoir conscience que c'est allié, quoi. Donc, c'est difficile, en fait, quand t'as la tête dedans, de comprendre quel est le message, quoi. Toi aujourd'hui, bon, t'as compris que tu devais changer, mais est-ce que t'as d'autres leçons, en fait, ou d'autres leçons, c'est pas joli, d'autres enseignements, en fait, que tu tires de cette grosse expérience? Ce que je retire de cette grosse expérience, c'est que j'avais déjà vécu des expériences comme ça, où j'avais déjà eu des signaux, que j'avais déjà entendus, et que j'ai pris acte par rapport à ces signaux-là. Donc pour moi, l'histoire du signal, moi je sais que je devais quitter mon copain de l'époque. J'ai mis du temps, je devais préparer le terrain, et j'avais été à Paris. Et je suivais un cours dans un institut de coaching, et j'ai dit à mon associé, parce que le matin même, j'ai eu une voix à l'intérieur de moi qui me dit, c'est le moment. Mmh. Et j'ai dit à mon associé, je vais quitter cette personne. Ok. Et je pars, je prends le train. Et ce qui est fou, c'est que la vie m'a relancé un deuxième message, c'est que mon premier copain, je l'ai quitté au Japon, un deuxième copain dans un restaurant japonais, et il avait acheté les sushis. Et là, j'ai dit, ok. J'ai dit, non, les sushis, c'est trop bon, donc je vais pas le quitter ce soir, je les quitterai demain matin. C'est ce que j'ai fait. Mais pour dire que, à un moment donné, ce signal-là, je l'avais déjà eu. Comme le signal que j'ai eu à ma table de cuisine, go, hôpital. Ouais. Et t'y vas. Donc, c'est tous des signaux que le corps, où t'as une voix, où t'as quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu crois que, enfin, parce que ça a dû, enfin, on va dire la bactérie, elle s'est installée pendant un moment dans ton corps. Donc, qu'est-ce qui fait que t'as pas eu conscience? C'est parce que tu devais vivre ça, en fait. Je devais vivre cette expérience-là. Ouais. J'en suis persuadée. Donc, parce que t'es quelqu'un d'hyper. Je ressens les choses. Tu ressens, ouais. T'es hyper intuitive, comme ça, sensible. Et donc, tu perçois. Donc là, tu percevais pas. Donc, tu devais le vivre comme ça. Je devais le vivre ça. C'était l'histoire que je te disais par rapport à la chirurgienne d'Herbolivie. Ouais. Il y a quelque chose qui devait sortir d'une façon de mon corps que c'était trop lourd de le sortir différemment, quoi. Ouais. Pour moi. Ouais. De nouveau, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Son histoire, chacun. Ouais. Ouais. On a rapidement parlé de l'éducation avant, où tu as dit on est élevé comme ça, où en fait on n'a pas le droit, tu vois, à l'échec, à sentir ce qu'on ressent, à exprimer ce qu'on ressent, tout ça. Toi, tu travailles de temps en temps avec des enfants. Est-ce que tu vois ou tu perçois que dans la nouvelle génération, ça pourrait possiblement être différent? Alors, ça peut être possiblement différent parce que les émotions sont amenées dans les écoles. Donc déjà là, on parle des émotions et les enfants te disent « je suis malheureuse, je suis fatiguée, je suis comme ça, comme ça ». Ouais. Donc ils savent poser des mots dessus. Ils savent poser des mots que moi, franchement, à mon époque, à leur âge, non. Émotion, je l'ai appris bien plus tard ce que c'était une émotion. Ouais. Donc oui, ça peut être potentiellement jouable. Et on prend plus acte aussi par rapport aux enfants qui viennent nous dire quelque chose. Donc on fait attention, on fait exprimer les choses et on demande aux enfants d'en parler entre eux. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Et ça,
c'est une belle avancée dans les émotions. Après, comme dans toute avancée, il y a toujours le cursus qui part à l'opposé. Dès qu'il y a un changement, ça va trop dans une extrême. Alors là, peut-être qu'on est trop dans l'extrême. Trop les écouter. Ouais, parce que là, au fait, on est en train de faire plus que ça, à la limite. Donc, stop. À un moment donné, il faut ramener le curseur un peu au milieu. Avant, on était trop dans l'autre côté, mais si on peut ramener le curseur au milieu, c'est top. La cohérence cardiaque pour trouver le centre. Ouais. C'est le centre. De nouveau, c'est d'être juste dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, après, je crois qu'on doit toujours passer par les extrêmes pour trouver la voie du milieu. Pour changer, c'est normal. Ouais. Là, on a souvent travaillé avec les profils Insight qui est sur les couleurs, et on essaie de faire passer les gens d'une extrême à l'autre, mais c'est violent quand ils passent dans l'autre extrême, au fait. Et on les regarde, on dit, ah ouais, quand même. Puis la personne, elle me dit, j'ai fait ça, enfin, j'ai dit ça comme ça. Je dis, ben oui, simplement, il a été trop loin dans l'autre extrême. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment après on peut positionner au milieu, quoi. Ouais, enfin. Ouais. Avec la conscience, en fait, que si chacun peut y arriver. C'est la conscience, puis se rendre compte que ça doit se faire comme ça, et accepter que ça se passe comme ça, et puis si on est en conscience et qu'on accepte, on peut changer pour aller plus dans le centre. Mais tant qu'on n'est pas en conscience, c'est pas possible de changer. Du coup, on va arriver au bout de l'épisode, mais est-ce que toi, tu aurais un souhait pour le monde rapidement? Mon souhait pour le monde, ce serait que chacun prenne conscience de leurs capacités et qu'ils osent réellement y aller et oser vivre sa vie. Parce que je pense que c'est comme ça que le monde pourra changer. C'est que chacun trouve sa réelle place. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. C'était toujours un plaisir. C'est parfait. Ouais, je suis contente qu'on ait pu partager nos conversations parce qu'on a toujours des conversations super riches. Et je trouve chouette qu'on ait pu les partager. Alors, merci. Merci. À toi aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.